Donc, la Société scientifique d'hygiène alimentaire qui vous accueille est une vieille société savante qui a été créée en 1904 en continuité avec le mouvement hygiéniste, et elle a eu beaucoup de missions. Elle a promu la recherche dans tout ce qui est alimentation et nutrition, de recherche qui aujourd'hui ont disparu. Une figure qui est Lucie Randouin et qui a identifié le concept de calories au sein de la SSHA. Mais depuis, elle a aussi développé beaucoup d'actions dans le domaine de la formation, tout en restant une société scientifique. Et sa mission, son versant scientifique est une chose principale pour son bon fonctionnement. Et c'est pour ça que le conseil scientifique que préside Joël Scher a monté ces afterworks savants. Je laisse la parole à Joël pour nous présenter l'invité de ce jour, qui est aussi un partenaire en tant que président de la SIA. Ouais, donc j'ai le plaisir d'introduire pour cette 4e édition des Afterworks donc Philippe Girardon, donc qui est président de la SIA, mais qui a également travaillé pendant de nombreuses années à Air Liquide et qui va nous faire donc un exposé dans l'Afterwork savant, donc de 30 minutes de présentation, puis ensuite 30 minutes de questions, donc sur l'éco-conception. Je voudrais simplement rajouter que donc, pour les 120 ans de la SSHA, donc le conseil scientifique imagine donc une manifestation scientifique sur les mois de novembre ou décembre. Bien sûr, on vous en fera part donc, pour pouvoir y assister aussi bien en présentiel sur Paris qu'en visio donc, prochainement. Voilà, je laisse la parole à Philippe. Et puis ensuite, eh bien, on attendra vos questions, mais il y en aura, je pense, dans la salle et puis également en vidéo. Philippe, à toi. Merci Joël, merci Madame la Présidente pour l'organisation de ces afterworks savants de la SSHA. C'est avec plaisir que je vais vous parler d'éco-conception pour cette 4e édition des afterworks. Donc, comme Joël m'a présenté, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc, je suis président de la SIA. Je travaille aussi pour la SECF, Société des experts chimistes de France, et puis d'autres organisations scientifiques. Et j'ai fait 42 ans de carrière dans le groupe Air Liquide. Voilà, donc le thème de ce soir est l'éco-conception des produits, une obligation sociétale, industrielle et environnementale. Donc au cours de cet exposé, je vais parler de ces 3 aspects. Je risque d'être un peu long, pardon. Donc n'hésitez pas à me faire des signes pour que j'accélère mon discours. Alors, en introduction, donc, je rappellerai une banalité, hein, les produits que nous achetons, nous consommons, nous jetons, aujourd'hui, et de plus en plus, vont devoir être éco-conçus, pardon, pour fournir aux clients les fonctionnalités à juste raison, tout en contribuant à son bien-être et sa santé, et ce qui est un peu nouveau maintenant, tout en respectant l'environnement au sens le plus large. Donc les matières premières, les procédés de transformation, la distribution, l'usage qu'en font les consommateurs et la fin de vie des produits sont aujourd'hui à la stratégie de toutes les entreprises. Il est inconcevable qu'une entreprise ne tienne pas en compte tous ces critères. Pourquoi? Ce n'est pas venu d'elle-même spontanément, mais c'est parce qu'il y a des pressions médiatiques, la pression des réseaux sociaux et notamment des jeunes en quête de sens. On le voit tous les jours dans les jobs qu'ils accomplissent, surtout au sein des grands groupes. Si ça ne fait pas de sens, ça ne les intéresse pas beaucoup. Donc il y a une réelle prise de conscience. Est-ce qu'elle est purement en marcancière ou industrielle? C'est un petit peu l'objet de cette présentation au bout de laquelle on pourra entamer quelques discussions et quelques points de vue. Donc, vous connaissez tous le jour du dépassement, hein, qui a lieu toujours fin juillet. Alors, chaque année, ça recule, plutôt ça avance d'un jour. On doit être autour du 29 juillet en 2022. Le grand explorateur Bertrand Piccard, hein, qui parle beaucoup de ces sujets-là, hein,
une fois dans une conférence à laquelle j'ai assisté, à parler d'un dilemme entre décroissance, que beaucoup de gens prônent, et la croissance illimitée, qui conduit soit au chaos social dans un cas, soit écologique dans l'autre cas. Donc, comme toute présentation, donc, je vous présente le plan suivant. Je ne vais pas le détailler puisque chaque slide reprend un point de ce plan. Donc déjà un petit peu de vocabulaire, hein, de mots-clés. Hein, donc on parle de CO2, gaz à effet de serre, empreinte carbone, naturalité, biosourcing, recyclage, déchets. Enfin, vous les voyez à l'écran. C'est des termes qu'on emploie tous les jours. On lit dans la presse et qu'on entend à la radio tous les jours ou à la télévision. Et donc, on va point par point, ou presque, développer un petit peu ce qu'il y a derrière tous ces mots-clés. Alors, l'éco-conception, définition de l'ADEME. Hein. Symboles qui vont apparaître tout au long de la présentation, donc je vous les cite. Gaz à effet de serre, maintenant tout le monde connaît, y compris le terme GES. Hein. Je rappellerai que le premier gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Hein, ce n'est pas le CO2, le CO2 il est en deuxième point seulement, et en troisième, le méthane, et ensuite le protoxyde d'azote. Mais la vapeur d'eau est infiniment plus importante que le CO2 en termes de gaz à effet de serre. Celui-là, il n'est pas toxique, hein, bien sûr. RSE, ça c'est déjà un terme que les entreprises ont dans leur vocabulaire. Les sociétés du CAC 40, entre autres, sont obligées de communiquer sur ces sujets-là. Encore moins connu, le REP, responsabilité élargie des producteurs. On va voir notamment que c'est récent et que ça devient quelque chose d'obligatoire maintenant de par la loi AGEC. L'ACV, l'analyse de cycle de vie, MP, matières premières. Je rappellerai que les émissions de dioxyde de carbone d'origine humaine sont bien plus faibles que les émissions d'origine naturelle. Les volcans, les feux de forêt, la respiration des organismes vivants. Après, des questions de déséquilibre de ces rapports. Voilà, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc, notre belle planète, notre habitat, hein, c'est un monde fragile, c'est un espace fini où la vie est née à 3,7 milliards d'années hein, et qui dépend d'une multitude d'équilibres. J'ai parlé de la présence d'eau, de la qualité de l'atmosphère, qualité au sens composition de l'atmosphère, et que les océans, qui représentent 70% de la surface de la Terre, hein, jouent un rôle fondamental dans cet équilibre. Hein. C'est un puits de CO2. Alors effectivement, le CO2 se solubilisant moins bien dans l'eau chaude que dans les froides, donc le réchauffement des océans fait que les océans n'absorbent que de moins en moins de CO2. Alors, où en sont nos stocks de matières, de nos ressources naturelles? Bon, les énergies fossiles, je ne fais pas de dessin, hein, l'homme en est complètement dépendant aujourd'hui et elles émettent des gaz à effet de serre. L'eau, elle est largement suffisante. Le problème, c'est qu'elle est très mal distribuée, très mal répartie. Et on n'a que 2% d'eau douce. Le sable, la construction, dévore cette matière première et il est non renouvelable. Bon, on a tous entendu parler des buildings qu'on construit à Dubaï, et comme c'est du sel marin, c'est du sable marin, pardon, ça va pas, donc on fait importer d'Australie du sable. Les métaux, alors ça, les métaux, on a tous entendu parler des terres rares, du nickel, des choses, des métaux rares. Ben, aujourd'hui, ça coûte très très cher d'aller les chercher. Et puis, le recyclage n'y suffira pas compte tenu de la consommation annuelle que fait l'industrie. Je reviens sur les terres rares. Hein, les stocks stratégiques sont limités à quelques pays. Je vous montrerai la carte tout à l'heure et on verra que l'Europe est encore complètement dépendante d'autres pays pour fabriquer des batteries, des puces pour nos téléphones, etc.
La biomasse, alors elle est renouvelable, c'est vrai, mais la biodiversité est en danger. Et enfin, l'air, qui est pollué par beaucoup de facteurs, mais entre autres, même si ce n'est pas un agent vraiment polluant, il est responsable quand même du gaz à effet de serre, le CO2, qui est passé de 350 ppm il y a 40 ans à 310 ppm aujourd'hui. D'où l'élévation de température de quelques degrés en une décennie. Les ressources que nous utilisons pour fabriquer tous nos biens de consommation représentent des quantités extrêmement importantes. Dans les pays développés, c'est 30 tonnes de matières premières par habitant. Et dans les pays en voie de développement, c'est 2 tonnes. Sachant que tous ces pays en voie de développement aspirent à rejoindre notre modèle de consommation, vous voyez le désastre qui nous attend. 180 milliards de tonnes de matières premières, hors eau et énergie. Alors, l'extraction consomme des quantités énormes d'énergie et d'eau, qui, cette eau, ensuite, est rejetée sous forme polluée. Donc, nos réserves ne sont pas inépuisables. La consommation de pétrole, je passe rapidement, mais elle continue à grimper. Vous verrez sur le slide suivant que plus on additionne des ressources énergétiques, plus la consommation globale augmente. Donc, on n'est pas du tout en train de réduire notre consommation énergétique. Toute énergie fossile Voilà, sur ce schéma, on voit que le charbon continue à progresser. Le pétrole qui est en vert bleu turquoise également. En gris, c'est le gaz naturel, c'est celui qui augmente le plus, on l'a bien vu avec la P1. En jaune, pardon, c'est l'énergie nucléaire qui augmente, celle-là croît. En tout petit, en bleu, ce sont les énergies renouvelables. En vert foncé, c'est la biomasse. Et puis en tout petit, en haut, je crois que c'est l'éolien. Voilà, alors donc nous consommons des ressources et puis après, eh ben, nous rejetons des déchets qu'il faut traiter, qu'il faut recycler. C'est aussi l'objet de cette conférence. Alors, si tout le monde consommait comme les États-Unis, il faudrait 5 planètes Terre par an. La France, c'est 2,7. Et globalement, le monde consomme 1,7 fois ce que la Terre peut produire en un an. Donc, vous voyez l'explication du jour du dépassement. Quelques exemples de consommation de matières premières pour nos objets du quotidien. Il faut 70 kg pour faire un smartphone ou un ordinateur de 2 kg. Il en faut 2,5 pour faire un téléviseur, 2 tonnes pour faire un lave-linge, et puis 2,5 tonnes de matière pour produire 50 kg d'habits, ce qui est l'équivalent d'une garde-robe moyenne. Et je reviendrai sur notamment le textile, qui est une plaie au niveau de la pollution mondiale. Alors, certains matériaux sont indispensables, ils sont voire même stratégiques. On entend parler tous les jours de la voiture électrique. Pour faire des voitures électriques, il faut des batteries, il faut du lithium. On est tributaire de pratiquement 4 ou 5 pays dans le monde. Et ce sont des matériaux aujourd'hui aussi indispensables que pour faire des ordinateurs, des smartphones, l'aéronautique, la défense, toutes les industries dites un peu de pointe, high-tech, consomment énormément de ces métaux. Donc c'est principalement le lithium. Le chrome aussi, j'ai pris cet exemple, le cuivre.
il n'y aurait que 18 dans un cas et 38 ans de réserve mondiale concernant bien sûr les ressources qui sont identifiées. C'est comme toujours pour le pétrole, on dit qu'il n'y en aura plus. Dans les années 60, on disait que ça ira jusqu'à l'an 2000, puis après ça repousse, on repousse. Mais un jour, ça arrivera qu'il n'y en aura plus. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve dans un smartphone, vous voyez, tous les matériaux, les métaux principalement. Tout vient de Chine, du Chili, du Mexique. Il n'y a pas grand-chose en Europe. Voilà, la carte en jaune, ce sont les terres rares. Donc, il y en a en Chine beaucoup, il y en a en Australie, il y en a aux États-Unis et puis au Brésil. Mais rien en Europe. L'eau aussi, le sujet du siècle, avec les déchets plastiques, qui sont liés d'ailleurs. Le stress, alors il y a des endroits où il y a trop d'eau, en ce moment dans le nord de la France, et puis dans d'autres endroits, il y a une pénurie d'eau. Voilà. Et on dit qu'il y a 2 milliards de personnes qui vivent dans des pays soumis à un stress hydrique élevé. Alors ça risque d'être une source de conflits frontaliers. On sait qu'aujourd'hui, pour la Chine, les réserves sont sur les chaînes du Tibet, sur les montagnes du Tibet. Donc il y a des barrages. Imaginons qu'il y a un conflit entre ces deux pays. Bon, il y avait à l'époque le Nil en Égypte. Il y a plusieurs parties du monde où ça peut aboutir à des conflits. La natalité, l'explosion démographique et l'urbanisation. Donc, 1 milliard d'individus en 1830, 7 milliards en 2021, on parle de 9 milliards 7 en 2064 et un déclin en 2100 à autour de 8 milliards 8. Voilà. Donc, les disparités sont énormes. L'Inde, l'Afrique, et 80% de ces populations vivront dans des villes en 2050. Donc des mégalopoles vont se constituer. Alors il y a une prise de conscience sur tout ça, qui ne date pas de cette année, mais déjà quelques décennies, encore que personne ne voulait les écouter. Dans ceux qui prêchaient dans le désert il y a 60 ans, on les prenait un peu pour des fous. Mais aujourd'hui, la réalité est telle que nous continuons à consommer. Des fois, ça en devient une finalité en tant que telle. Et d'autres pays qui sont moins développés que nos pays occidentaux aspirent à faire de même. Voilà. Et donc, on a pour la première fois l'an dernier en France parlé de sobriété énergétique, crime de lèse-majesté. Tout de suite, on a dit, ça y est, on va arriver à des restrictions. Alors, cette prise de conscience, elle a été... on a commencé à en parler par quelques personnalités que je vais citer. Alors là, j'ai juste une allusion à la pollution qui n'a pas de frontières, mais ça vous en êtes conscient. Un produit qui est consommé en Chine par de l'électricité produite par des centrales à charbon. Je dirais le CO2, il voyage. Donc, il peut arriver en Europe 3 jours après. Donc, en fait, c'est très bien de voir dans chaque pays vouloir faire les choses comme il faut. Et si à côté, les autres pays ne respectent pas ces normes ou ces engagements sociétaux, éthiques, écologiques, tout ce qu'on veut, c'est un petit peu jeter un caillou dans la mer. Donc, il faut que tout le monde s'y mette. C'est l'objet de toutes les COP qui souvent arrivent à des pseudo-échecs ou des pseudo-succès, mais c'est jamais franc et net que de voir un engagement sur l'arrêt de telle ou telle extraction de pétrole, par exemple. J'ai assisté une fois à un exposé de Cédric Villani, qui a clairement dit la seule solution, c'est d'arrêter demain matin d'extraire du pétrole. Mais qui va prendre cette décision? Voilà.
Donc, je vais aller vite là-dessus. Donc, c'est des noms, je ne sais pas s'ils nous sont parlants. Hein. Donc, en 64, donc Rachel Carson a inventé ce nom de sustainability, en français développement durable. Il y a Denis Mido qui prône la fin de la croissance, un premier ministre norvégien qui a écrit un rapport qui porte son nom. Enfin, le GIEC, le GIEC qui fait des rapports tous les ans qui sont chaque année de plus en plus catastrophiques et puis qui souvent, ben, je dis pas rentrent dans les tiroirs, mais après il y a qu'à faucon. Et puis le Green Deal, alors ça c'est une initiative européenne, on a tous la bonne conduite dans ce domaine en légiférant. Voilà. Et on verra dans la suite de l'exposé qu'il y a des réglementations qui sont extrêmement drastiques pour notamment les industries françaises et les États européens en général. La loi anti-gaspi, en 2020 aussi, a permis de faire bouger les choses. Rappelez-vous, il y a quelques années, quand une employée de supermarché voulait récupérer des produits en fin de vie, en termes de DLC, hein, le magasin l'a licencié, et pour pas que ça recommence, le supermarché mettait de l'eau de Javel dans les bacs à ordures. Hein. Voilà. Aujourd'hui, c'est fini. Les supermarchés ou la grande distribution ont obligation de faire don de ces denrées en fin de vie à des associations. Voilà. C'est la loi Garot de 2016. Voilà. Alors là, je vais aller vite. Voilà. Alors, les 3 P de l'éco-conception sont basés sur, alors en anglais, ça va bien. P comme people, ça veut dire il faut que ça soit accepté par la société. Planète, il faut que ça soit respectueux de l'environnement. Et puis profit, parce que les entreprises sont là pour faire les profits. Voilà. Donc il faut trouver le compromis entre tout ça. Voilà. Ça, c'est un des principes de l'éco-conception. Il y en a un autre, c'est les 3 R. Reduce, donc diminuer la quantité de matières premières et d'énergie utilisée à chaque stade de la fabrication des produits. Recycle, parce qu'on répare les produits qu'on utilise. Et on réutilise toute ou partie du produit en fin de vie à d'autres fonctions, comme par exemple, ce n'est pas nouveau, hein, les pneus usagés sont incinérés dans les fours de cimenterie pour produire de l'énergie, ou de servir de ballast sur les routes. Donc on peut lister beaucoup de produits qui, en fin de vie, sont réutilisés pour une autre fonction. Voilà. Dans le même temps aussi, on est en train de passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Ça aussi, vous avez entendu parler certainement de la vertu de l'économie circulaire. Hein. Donc, l'économie linéaire consiste à acheter, consommer et jeter, sans se poser de questions. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, on essaye d'utiliser de réutiliser les matières premières issues des produits en fin de vie. Voilà. Alors, la mesure des gaz à effet de serre, c'est compliqué. On ne peut pas s'improviser mesureur, entre guillemets, de gaz à effet de serre. C'est extrêmement complexe. Il y a des spécialistes, des experts dans les grandes entreprises qui doivent mesurer leur émission de gaz à effet de serre. Donc souvent, ce sont des consultants aussi, parce que ça demande une certaine expertise. Puis il faut les additionner, parce qu'il y a plusieurs gaz à effet de serre. Il y a des tables, il y a des normes. Ça passe par des big data, par de la gestion de données. Alors après qu'est-ce qu'on en fait? Parce que l'effet pervers, ça peut consister à utiliser ça en disant que l'entreprise est très verte, mais souvent, il faut regarder ce qu'il y a derrière. Donc d'ailleurs,
il y a en préparation des lois qui vont viser à contrôler ce que racontent les sociétés à travers des messages publicitaires en disant mon produit est 99% vert, mais qu'est-ce qu'il y a par derrière? Donc, cette obligation de communiquer sur des critères comme les GES, hein, c'est pour les entreprises de 500 salariés, ça doit apparaître dans le rapport annuel. Donc, il y a des contraintes, tout au moins en Europe, qui commencent à devenir importantes. Alors aussi, l'effet intéressant, dans toute menace, en tout risque, il y a des opportunités aussi. Et donc, l'opportunité pour les boîtes, c'est peut-être de mieux gérer leur flux de matières premières et puis en tirer un résultat financier par l'optimisation de la consommation d'énergie. On l'a bien vu quand il y a eu la crise de la guerre en Ukraine, il y a 2 ans, les entreprises, voyant leur prix du gaz nat flamber, ont commencé à prendre des mesures, ont utilisé des consultants pour faire des économies d'énergie. Quelques valeurs d'équivalent d'émissions de CO2. Alors, c'est plus parlant en parlant de produits simples. Donc, consommer un repas avec du bœuf, donc une tonne de CO2 équivaut à 138 repas avec du bœuf. Alors, il y a des objets ou des services du quotidien qui sont très vertueux, par exemple le TGV. Ça, ce n'est pas une découverte que le train est très écologique en ce sens-là, où on peut faire 578 000 km en consommant seulement une tonne de CO2. Bon, une voiture, vous en avez tous. Hein. Dès que vous dépassez 138 grammes au kilomètre de CO2, vous êtes taxé d'un malus. Voilà. Donc, pour faire 1 kilomètre, donc en gros, c'est 100 grammes pour une voiture. Des jours de chauffage, finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus mauvais élève. Hein. Alors, il y avait un produit, je crois que c'est le smartphone, hein, 61 smartphones pour une tonne de CO2. Mais c'est pas beaucoup, 61 smartphones, ça consomme une tonne de CO2 à la fabrication. Les télés 5 pouces aussi, ça consomme énormément. Les ordinateurs portables, les écrans d'ordi, voilà. Une feuille de papier, finalement, c'est pas tellement. Enfin, une feuille de papier, c'est léger. Hein. Et puis, ça dure pas longtemps. Voilà, un t-shirt, voilà. Des jeans. Alors, dans l'économie circulaire, il y a 3 domaines, 7 piliers. Donc, il y a côté acteur économique, l'approvisionnement durable, l'éco-conception. Ça, je vais en parler. Les demandes et comportements des consommateurs. On verra, ça sera dans mes conclusions, parce que si le consommateur ne fait rien, il ne faut pas toujours compter sur les pouvoirs publics et sur le législateur, qui est souvent punitif, hein, pour nous faire des progrès dans ce domaine-là. Et puis la gestion des déchets avec le recyclage. Alors, en matière d'approvisionnement durable, vous avez beaucoup entendu parler de biosourcé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'un produit biosourcé? Hein? C'est un produit fabriqué à partir de matériaux biologiques. En général, c'est du végétal, issu de la biomasse végétale, bactérienne, fongique. Bon, animal, très peu. Cette biomasse peut être modifiée. C'est important à savoir, parce qu'on est obligé, on ne va pas prendre des roseaux pour en faire directement du papier. Donc, elle peut être modifiée par des traitements physiques, chimiques et biologiques. Hein, il y a une norme dans ce sens-là. Les traitements chimiques, donc c'est c'est de l'estérification, de l'hydrolyse. Les traitements biochimiques sont les micro-organismes issus par la fermentation et la digestion en aérobie. Traitement physique, combustion, pyrolyse. Il faut savoir que les traitements thermiques, bien sûr, permettent de faire des choses, mais ils sont aussi énergivores. Hein. Tout comme d'ailleurs les procédés biochimiques. Hein, la fermentation, c'est extrêmement énergivore. Hein.
Alors, il y a aussi des normes pour déterminer le taux de biosourcé. Tout ça, ça se mesure pour le carbone 14. Alors, on dit demain, il ne faut plus extraire de pétrole, peut-être de moins en moins pour le transporter. C'est dans ce sens-là que les actions étatiques se focalisent pour nous transporter, parce qu'on a d'autres sources d'énergie plus ou moins stockables. Mais par contre, le pétrole, il en faudra toujours pour faire certains objets indispensables. Je pense notamment, alors j'en ai cité quelques-uns, il y en a peut-être qu'on peut éviter, mais les câbles isolants électriques, des cols, et je pensais aussi à tous les objets paramédicaux. On utilise beaucoup de plastique. Alors, je voulais citer tous les plastiques, alors polyuréthane, PU, polyéthylène, polypropylène, PVC, enfin polyéthylène, stérostalate, PET, PEHD. Voilà. Mais la chimie doit se verdir, c'est clair. Et moi qui suis impliqué dans la maison de la chimie, toutes les associations qui travaillent dans le domaine de la chimie sont là-dessus. C'est pratiquement le seul sujet qui monopolise l'énergie des chercheurs, des entreprises dans le domaine de la chimie. Alors, quelques exemples de produits issus de ressources biologiques, donc dans le végétal, le colza, le lin, le soja, le tournesol, sont déjà des produits qui sont utilisés pour faire tout ce que vous voyez à l'écran, les savons, les peintures, des lubrifiants, des encres. Je donnerai quelques exemples d'industries qui utilisent déjà beaucoup de produits biosourcés. Et vraiment, il y a beaucoup d'industries qui sont en route sur ces points-là. Alors, bien sûr, tout ne peut pas être biosourcé. Mais déjà, si on peut en biosourcer les 3/4. Voilà. Alors, il y a des gens qui vont plus loin, notamment les grands de la chimie, qui travaillent sur le recyclage, le débobinage de la molécule de PET pour en faire des monomères, afin de refaire par la chimie d'autres plastiques, notamment la société Carbios, qui est une start-up très innovante, qui a développé un procédé enzymatique, donc c'est un procédé biologique, un procédé enzymatique, pour débobiner le PET. Et ils ont fait un consortium avec L'Oréal. Je reparlerai tout à l'heure de la cosmétique. La cosmétique est extrêmement concernée par ces sujets-là. En plus, c'est des produits grand public, avec des gens qui peuvent influer sur les réseaux sociaux pour faire la pression, mettre une pression sur ces entreprises. Alors, il y a le contenant et le contenu. Parce que le contenu, il est à 90% d'origine pétrolière aujourd'hui, les rouges à lèvres, tout ça, les shampoings, et puis il y a les contenants qui sont très luxueux, avec énormément de plastique qu'on retrouve à la mer. Alors, la chimie du CO2, ça c'est quelque chose qui est plutôt à long terme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur 40 milliards de tonnes de CO2 émises dans le monde par l'industrie, par l'homme, on en valorise que 40 millions de tonnes. Voilà. 40 milliards, 40 millions. Donc aujourd'hui, les captages agro-industriels, les captages industriels et agro-industriels se focalisent sur les sources riches, parce qu'on ne va pas capter le CO2 de l'air, il y en a 410 ppm, donc là, ça ne serait pas possible économiquement et peut-être techniquement. Par contre, quand on a une cheminée qui crache une concentration de 30-40% de CO2, là c'est possible de le séparer, le CO2, du reste des autres gaz. Ça coûte cher, mais c'est techniquement faisable et ça se fait dans beaucoup de cas. Et puis après, il faut trouver l'adéquation entre le gros émetteur de CO2 et le gros consommateur. Parce que le CO2, il a un problème, comme beaucoup de gaz, c'est qu'il faut le concentrer
le stocker, le liquéfier, le stocker. On a entendu parler de stockage sous-marin, de stockage terrestre, avec bien sûr des inquiétudes si jamais ça ressort d'un seul coup. Donc l'idéal, c'est de trouver la consommation en adéquation avec l'émission. Alors, dans notre domaine agroalimentaire, il y a un exemple, c'est la culture des microalgues. La culture des microalgues peut utiliser donc du CO2 émis. Alors, pareil, il faut trouver le site de culture de microalgues à côté d'un fort émetteur. Voilà. Alors, on peut tirer des lignes, des tuyaux, mais pas sur des milliers de kilomètres. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces projets-là. Ça nécessite d'avoir un émetteur et un consommateur. Voilà. Et puis, pour des consommations relativement importantes. Alors, je suis quotidiennement questionné sur, par exemple, le recyclage dans le domaine vinicole. Ça nous ramène à l'alimentaire. Chaque vigneron aimerait pouvoir récupérer. Parce que même les vignerons, ou des boîtes un petit peu plus conséquentes, comme Louis Vuitton, enfin Moët-Hennessy, LVMH, très concernés par la production de champagne, tous les ans, ils posent la question, est-ce que vous avez un procédé pas cher pour récupérer le CO2 qu'on émet, qu'on pourrait reliquéfier et réutiliser pour compléter nos bouteilles de champagne, parce qu'il y a notamment dans la fabrication des petites bouteilles, des Jéroboam, il faut compléter avec du CO2, mais qui doit être issu de la propre fermentation. Donc il y a plein de questionnements comme ça, mais ce sont encore de trop petites quantités pour que ça soit économiquement viable. Néanmoins, au-delà de l'économie, il y a l'aspect médiatique, l'aspect communication qui peut faire du sens pour ce type d'industrie. Donc, je vais passer assez vite là-dessus. Voilà, un mot quand même sur la toxicologie, l'écotoxicologie, parce que, bon, aujourd'hui, là, je ne vais pas faire de dessin, mais on en parlait juste avant le début de cette conférence. Il y a des résidus un peu partout. On en découvre des nouveaux tous les matins qui sont liés à des pollutions chimiques, que ce soit la fabrication ou même les objets. Hier encore, à la télévision, il y a un reportage sur les jouets en plastique qui dégageaient des retardateurs, des agents chimiques retardateurs de feu. Donc, on découvre tous les jours de nouveaux polluants. Donc, il y a des gens dont c'est le métier de s'occuper de toxicologie et d'écotoxicologie, sachant qu'on connaît la pollution industrielle actuelle, mais il ne faudrait pas aussi qu'après après recyclage des matériaux plastiques, parce que c'est essentiellement ces matériaux qui posent problème, on arrive à d'autres polluants qu'on n'a pas encore identifiés. Si on recycle les barquettes alimentaires, est-ce qu'on ne va pas, lors de leur transformation, recréer d'autres polluants pires que les précédents? Voilà, ça c'est un vrai débat sur lequel notre ami Olivier Vitrac de l'INRAE travaille. Alors, la pollution de l'air, j'y reviens pas. On en a parlé, la pollution de l'eau, la pollution des sols. Je ne vous fais pas de dessin. Bien sûr, les écotoxicologues font des études en toxicité sur les algues, les microcrustacés, les poissons. Là, c'est extrêmement normé en matière de toxicologie, ce qu'il faut aller rechercher, quelles sont les limites, etc. Il y a des réglementations dans tous les sens. Alors, souvent, le consommateur ou le plus grand public fait la confusion entre le risque et le danger. Je rappelle tout simplement que le risque égale le danger multiplié par l'occurrence. Voilà. Ça, c'est juste une question de terminologie. Alors, dans des domaines comme l'industrie des peintures que j'ai eu l'occasion de fréquenter, c'est bien connu, les peintures sont toujours un peu extrêmement nocives pour la santé du peintre, donc les solvants. Cette industrie a pris à bras-le-corps les conceptions de ces produits en substituant tout ou partie. Alors, ce n'est pas fini, mais c'est en route, et là, il y a une prise de conscience importante. Et puis aussi, je rappellerai que plus on cherche, plus on trouve. Il y a quelques années, on cherchait le gramme par litre. Je prends l'exemple de l'eau.
Aujourd'hui, on en est à 1 microgramme par litre, hein. Et puis là, on ne voit pas tout à fait la dernière phrase, mais en gros, on trouvera toujours des polluants, toujours, dans n'importe quel milieu. Le zéro absolu n'existant pas. Donc après, la question des politiques, des consommateurs, du grand public, et de savoir où est-ce qu'on met le curseur. La durabilité, là aussi, un lave-vaisselle, ça dure entre 11 et 14 ans. Enfin, ça dure 11 ans, en gros, hein. Mais si on le fait passer à 14 ans, on gagne 105 euros. Voilà. C'est un exemple concret. L'obsolescence culturelle, c'est une dimension complètement subjective, mais c'est la réalité. Un smartphone, sa durée de vie, elle est à peu près d'1 an ou 2. C'est pas parce qu'il est en panne, mais c'est parce qu'on veut s'acheter la dernière génération, le même que le voisin ou que la copine de classe. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'obsolescence culturelle. Donc, il y a des millions et des millions de téléphones qui dorment dans des placards à la maison. Par contre, c'est différent de l'obsolescence programmée qui, elle, est devenue un délit en France, hein. Un constructeur qui volontairement, encore faut-il que le législateur apporte la preuve, hein, crée des pannes. Souvent, on se dit, le lave-vaisselle, il est programmé pour durer 10 ans. Et puis, vous appelez Darty, il vous dit, ben, la réparation, c'est 300 euros, un neuf, c'est 600 euros. Qu'est-ce que vous choisissez? En général, les gens choisissent un neuf qui est garanti 5 ans. Ouais. Alors, comme on est pressé par le temps, je vais aller assez vite sur le recyclage et notamment les quantités à recycler. Et je vais aller directement à la conclusion, parce que il y en avait, oui, oui, j'avais prévu plus. Je pensais que c'était 1 heure. Voilà. Alors, je me suis inspiré bien sûr de plein de sources. Alors, mes conclusions, il y a 2 slides, hein. Le monde a mis 150 ans pour développer une industrie basée essentiellement sur les industries fossiles, pas chères, accessibles à tous. Combien de temps faudra-t-il pour passer les énergies renouvelables? Je pense qu'on mettra moins de 150 ans, mais de toute façon, on ne les aura pas devant nous, les 150 ans. Il faut faire quelque chose avant. D'où l'urgence, le rapport du GIEC, etc. Il y a une prise de conscience, on ne peut pas le nier, on ne peut pas allumer sa télévision, regarder un magazine sans qu'on en parle. La question, c'est aussi à l'échelle du monde, hein, les pays qui en parlent le plus et qui en font plus sont quand même les pays occidentaux. Je rappelle que le reste du monde aspire à notre modèle de consommation, sachant que, comme dirait un certain homme politique, ils vont nous submerger. Donc, vu la différence de population, alors est-ce que euh, euh, la réduction de la population est une solution vertueuse? Mais ça, il n'y a que eux qui peuvent le dire, hein. Mais la France ne pèse dans tout ça que 3% du PIB mondial, donc l'industrie est faible, même si elle n'émet plus rien. On rappellerait qu'en 2050, hein, on doit être neutre, la France, mais c'est 3% du PIB mondial. Et en nombre d'habitants, c'est encore beaucoup plus faible. 0,8% de la population mondiale, la France pèse. Donc voilà. Donc ça ne peut se faire, comme je l'ai dit précédemment, qu'au niveau mondial. Si tout le monde ne s'y met pas, sans être pessimiste, la France toute seule, alors elle peut montrer l'exemple, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs, elle peut montrer l'exemple. Et puis il y a un rôle fondamental des entreprises. Elles jouent le jeu. Est-ce que c'est par intérêt marketing, financier, médiatique? Certainement, il y a de ça. Et puis c'est nous tous, chacun individuellement. Moi, ça commence au niveau de ma commune. Je leur demande pourquoi les bacs de déchets ne sont-ils pas harmonisés au niveau couleur? Au sein d'une même commune, pour les déchets plastiques, ce n'est pas la même couleur. Il y en a c'est bleu, d'autres c'est gris, d'autres c'est vert. Donc on s'y perd. C'est commencer à la base. Et ça, c'est le rôle de l'entité la plus basse au niveau politique, c'est-à-dire la commune. Si les communes ne montrent pas l'exemple au niveau étatique, on a beau faire des beaux discours, ça n'avancera pas. Donc ça commence par des gestes simples. Et puis aussi de respecter le tri. Combien de fois on voit encore sur les autoroutes des gens qui balancent des canettes sur les bas-côtés? Ça se fait tous les jours encore.
Et puis, c'est peut-être les mêmes gens qui disent il faut lutter pour sauver la planète. Donc, c'est chacun, sinon on n'y arrivera pas. Donc, l'initiative individuelle et collective du citoyen. Alors, il y avait aussi un mais dans tout ça, parce que il y a des gens qui prônent la décroissance, hein, mais ça va créer des révoltes, parce que ça va faire du chômage, ça va faire du pouvoir d'achat en moins, et les gens ne sont pas prêts à l'accepter. Et puis les reconversions, par exemple dans l'industrie automobile, vont être terribles. En Europe, c'est moins 300 000 emplois qui vont être perdus au profit de voitures électriques qui sont certes très louables, mais dont les batteries ne viennent pas de chez nous. Donc il y a des vrais problèmes politiques qui se posent, qui souvent, comme je le dis, là, le deuxième paragraphe, ont un excès de confiance souvent dans la science. Alors, ce qui contredit ça, c'est quand même l'histoire du vaccin pour le Covid. On l'a trouvé, la science l'a trouvé en moins d'1 an. Ce qu'ils pensaient complètement fou il y a une dizaine d'années. Donc il y a des miracles ou des sursauts d'énergie qui font qu'on peut renverser la table sur certains de ces sujets. Alors il y a aussi quand même les lois de la physique, de la biologie, de la thermodynamique qui ont leurs limites. Je parlais tout à l'heure de l'énergie, la fermentation. On ne peut pas tout faire au niveau fermentation parce que l'énergie est colossale. Voilà. Et puis, s'il y a une catastrophe, là, tout est anéanti. Quand il y avait la crise du Covid, on ne regardait pas si les plastiques utilisés dans le secteur médical, ils allaient être recyclés ou pas, ou s'ils étaient biosourcés. On n'en était pas là. Voilà. Et puis, la baisse des natalités, qui est une des issues. Il y a beaucoup de gens qui prônent sur la baisse des natalités, notamment en Inde et en Afrique, parce que la planète ne peut pas supporter 10 milliards d'habitants. Je reviens à l'alimentaire, ne serait-ce que pour nourrir la planète, avec, comme le veulent beaucoup d'écologiques, la suppression des pesticides. Donc tout ça, c'est complexe, et puis alimente beaucoup de débats, comme celui-ci. Et je vous remercie de votre attention. Merci Philippe. On va passer aux questions. On va commencer par la salle. Mais s'il y a des questions en visio, n'hésitez pas à intervenir. Isabelle Géraud-Quilin, bonjour. Bonjour à tous. Je voudrais rebondir sur ce que Philippe, tu as dit, et je te salue tout de suite, à propos de, je te cite, les réactions en biotechnologie sont extrêmement énergivores. Je prends l'exemple de l'amidon, l'hydrolyse de l'amidon. Tout le monde sait qu'on fait ça se passe dans nos tubes digestifs, sous l'action d'amylase, amyloglucosidase, depuis notre sphère buccale, et ensuite ça continue dans tout le tube digestif, donc sauf cas extraordinaire à 37 degrés, maximum 40 ou 41, je fais de l'humour. Bon, pour faire la même chose, il faut un acide concentré à chaud, si on passe pas par les enzymes. Où est l'économie d'énergie ? En tant que biochimiste, la réflexion me surprend. Je ne pensais pas aux réactions enzymatiques Parce que Je pensais à la production de levure, par exemple, la production de oui, levure. levure, oui. Oui, la production d'antibiotiques, toutes les productions qui se font en bioréacteur à grande échelle, ne serait-ce que même l'alcool, par exemple l'alcool. On peut faire de l'alcool à partir de substances carbonées et de levure, mais après, on obtient des jus qui sont concentrés à 10%, 14% dans le meilleur des cas. Après, il faut séparer l'eau de l'alcool et c'est extrêmement coûteux. Au Brésil, qui a choisi d'utiliser l'alcool comme carburant pour les véhicules à partir du sucre de canne à sucre. Alors, ils ont la bagasse gratuitement parce qu'ils font chauffer leurs alambics avec ça, mais ça correspond à peu près, le bilan énergétique, c'est 95% d'énergie qu'il faut pour distiller l'alcool. Alors, effectivement, quand les ressources sont inépuisables, on peut se permettre d'avoir un rendement de 5% finalement, mais
hein. Voilà, c'était ça le sens de Oui, ma parce que lecture. j'ai des contre-exemples. Tout ce qui est synthèse organique passant par des enzymes, c'est pas si vrai que ça. Pour aller me faire l'avocat du diable aussi en ce qui concerne l'isolation, le menthol par exemple, hein, puisque moi je viens de l'aromatique, c'est une cristallisation à froid, c'est sans surprise. Bon, ben, merci de ta remarque, Isabelle. Y a-t-il d'autres questions dans Quelle est la définition de l'éco-conception? Parce que je n'arrive pas à Ah, mettre ça clair dans ma tête. C'est-à-dire pour lequel on minimise tous les impacts, c'est-à-dire pour le cycle de vie complet du produit, c'est-à-dire Oui, de sa genèse jusqu'à sa fin de vie, on a minimisé les impacts. tous les impacts. D'accord, les impacts écologiques. Et qui sont Environ- là vraiment multidimensionnels, c'est à la fois. Environnementaux et santé. Oui, Oui, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus large que l'origine des produits. ah, ça serait trop facile, c'est-à-dire que si l'origine bio, donc ça serait éco-conçu. Non, c'est Non. pas bio, ça n'a rien à voir avec le bio. C'est plus le comment, l'éco-conception. C'est plus le comment que le quoi. Mhm. Et le pourquoi est clair, c'est-à-dire c'est de pour pas polluer, pas contribuer au réchauffement climatique. Mhm. Alors c'est sûr que sont impactant toutes aux ressources qui ne peuvent pas être renouvelées, de près ou de loin. Tout ce qui va réémettre, c'est-à-dire dans l'environnement des polluants, qui soient le CO2 peut être vu aussi comme un polluant, les polluants chimiques, qui coûteraient extrêmement cher à recapter ou à éliminer. Mhm. Le mieux, c'est de rien mettre. Et l'éco-conception, c'est pas ne pas produire aussi, parce qu'il y aurait un corollaire. Ne mangerons pas, ne mangerons plus, ne consommons plus. Voilà. Sachant que bien sûr, c'est proportionnel à la population. Donc ce travail-là, il est fait par les entreprises qui produisent. Je prends, je ne sais pas, moi, ce clavier, par exemple. De quoi est-il fait? Hein, donc je regarde, je détaille, bon, il y a beaucoup de plastique apparemment, hein. Donc ce plastique, il est forcément issu du pétrole, hein. Donc déjà, ça coche déjà les mauvaises cases, hein. Ensuite, il y a sans doute des composants électroniques, hein, qui sont faits à partir de matériaux, donc du cuivre, du silicium, etc. Alors après, les alternatives, ça c'est l'ingénieur, l'éco-concepteur, dans toutes les boîtes, il y en a maintenant, hein. Dans ce clavier, si je le faisais en bois, hop, ça pourrait. Alors le bois, lequel? S'il vient du bois exotique de l'Amazonie, c'est peut-être pas bien non plus, etc., etc. Donc c'est un vrai casse-tête pour tous les ingénieurs d'éco-conception, hein. Et donc, comme l'a dit Olivier, le but, c'est de ne pas être complètement végétal ou animal ou microbien, parce que c'est pas possible. Mais c'est d'avoir le moins d'impact sur la santé et sur l'environnement. Mais on n'arrivera pas, bien sûr, à 100%. Demain, je ne vois pas comment L'Oréal va pouvoir continuer à vendre des shampoings avec des flacons en plastique. Alors, bien sûr, on peut faire des plastiques biosourcés ou recyclés, hein. Est-ce qu'ils auront les mêmes performances? Parce qu'il y a aussi des facteurs de performance, de fiabilité, de danger. Parce que si on fait un produit, si on fait une carcasse d'avion qui ne tient pas plus que 3 ans, c'est pire qu'aujourd'hui. Donc en fait, c'est extrêmement pointu. Mais il y a quand même d'autres notions qui ne sont pas là, parce que c'est quand même l'éco-conception, ça se veut un choix, ça a été évoqué par les Nations Unies au sommet de Rio, hein. C'est les 17 objectifs de développement durable. Par exemple, dans l'éco-conception, il y a aussi une notion sociale, Oui. c'est-à-dire Bien sûr. une notion d'équité. Il y a une notion sur l'eau. C'est vraiment les objectifs pour les futures générations, c'est-à-dire que la pression que l'on met sur la planète et sur les populations soit soutenable. Et l'éco-conception est l'outil, et un des outils. Parce qu'il y a les aspects sociaux, effectivement, hein, donc il a dit. Imaginons aujourd'hui une voiture électrique. Imaginons que les États disent c'est fini la voiture thermique, vous êtes obligé d'acheter que des voitures électriques. Si personne ne peut se les acheter, ça va être la révolution. Donc là, on tombe dans le critère social. Et il faut que ce soit produit quand même pas par des enfants, Voilà, éco-conçu par des enfants. Oui, il y a une part éthique. Là, Il y a une part éthique dans C'est le problème des fabricants de textiles, hein, dans les pays asiatiques, hein, le Bangladesh.
la dèche, on utilise des enfants pour faire du textile. Ça aussi, ça fait partie complètement de l'éco-conception. C'est large. Hein. C'est très large, c'est très large. C'est pour ça que les boîtes qui découvrent ça, alors les grands groupes, ils sont équipés pour, mais les PME. Alors, est-ce que quelqu'un a levé la main? C'était une réflexion, c'est-à-dire que bon, moi je viens du monde de la santé et de la médecine et on parle beaucoup de bénéfices-risques. Mais là, on se retrouve exactement dans la même difficulté, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec quelque chose qui ne peut pas être dans l'absolu et qui est forcément à pondérer. Absolument. Alors, je ne vais pas parler du juste milieu de philosophes antiques, mais en pratique, un peu d'effet de serre, c'est nécessaire. Trop, c'est nocif. De même qu'un petit peu d'un certain nombre de ces gaz à effet de serre sont nécessaires aussi pour le fonctionnement de l'animal. Et la photosynthèse. Et que c'est complémentaire avec les gaz au plan de la photosynthèse. C'est-à-dire que c'est réciproque. Il y a un cycle. Donc, en fait, cette notion de gaz à effet de serre, en fait, il faut du CO2, il y en a toujours eu, même au Carbonifère, il y en avait plus encore. Hein. Il y avait moins d'oxygène aussi. Hein. Donc, l'atmosphère de la Terre n'a pas été celle qu'on a aujourd'hui. Hein. La seule chose qu'on observe, c'est que cet équilibre est fragilisé par l'activité humaine. Voilà, c'est ça qui fait peur. C'est que ce qu'on émet n'arrive pas à être absorbé par la nature, entre guillemets, la nature étant les océans, les forêts, etc. C'est ça, c'est ce déséquilibre qui fait que on a une petite augmentation de température qui a l'air faible, 1,5 degré, mais c'est énorme en termes de dérèglement climatique. Parce que la vidéo va s'arrêter, et donc d'arrêter, de clore cette quatrième d'Afterwork, remerciant donc Philippe et puis tous les participants. Tous les participants ont suivi la Ceux qui sont en haut du fil, là, il y a eu Véronique, donc, Isabelle. Et manger popcorn. voilà. Allez, bonne soirée. Merci. Merci Véronique aussi. Moi, j'ai vu que Véronique était connectée aussi tout à l'heure. Il y avait Au revoir tout le monde. Au revoir.